Karine Sayac-Satragno, bonsoir. Bonsoir Maurice. Bonsoir. Alors, cela faisait longtemps, ça faisait plusieurs mois que je voulais vous inviter, qu'on a évoqué déjà quelques pages de votre livre. Maintenant, c'est devenu une trilogie. Vous êtes là pour la trilogie qui s'intitule Sœurs. Je peux la montrer à l'écran, mais ce sera à l'envers. Mais c'est pas grave. On voit aussi la beauté de la couverture, la qualité graphique de la couverture. Cette trilogie, est-ce qu'elle est née? Alors, vous êtes autrice de cette trilogie, évidemment. Est-ce qu'elle est née comme cela, comme on peut faire trois enfants à la fois, ou bien c'est l'un qui a donné envie de faire l'autre et ainsi de suite? Mais écoutez, non, oui, au départ, c'était un seul roman et que je n'ai pas réussi à terminer. C'est-à-dire qu'il y a un rebondissement qui fait qu'on a envie de savoir la suite. J'aurais pu en rester là comme un film qui n'a finalement pas de fin. Mais j'ai eu très envie de retrouver mes personnages Hmm. parce que je les avais peut-être pas assez évoqués, parce que je m'étais occupée que d'une seule sœur, Tsipora, la première, l'aînée. Mais oui, la trilogie est venue très vite. Normalement, il y a 5 sœurs. Je suis censée en faire 5. Pour l'instant, je m'arrête à 3. D'accord. Mais bon, mais c'est vrai, dans ce que vous dites, c'est vrai que ce sont des personnages très, très attachants. Et on a d'abord l'histoire d'une famille, mais plus précisément d'une famille juive. Les deux vont ensemble. On a vraiment des caractères et on le verra ensemble. Est-ce que vous pouvez nous présenter les membres de cette famille juive? Oui, alors bon, il y a d'abord les parents hein, qui sont au cœur de l'histoire, Alona et Daniel, et donc ils sont parents de 5 filles. Tsipora, l'aînée, ensuite pardon, Ilana, Lena, Naomi, que je n'ai pas encore faite, et la petite dernière, Laëlle, qui est née sur le tard. D'accord. Vous n'avez pas encore fait Naomi, qui serait le volume 4. Tout à fait. Ah ouais. Bon, mais on a cette famille juive. C'est une famille, à une époque, j'aurais dit une famille séfarade. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on n'a plus vraiment de différence avec il y a une sorte d'acculturation de l'un à l'autre, quoi. Est-ce que pour vous, c'est une famille séfarade ou c'est une famille juive et puis on retrouve des éléments dans toutes les familles? Alors, il y a 2 réponses. Déjà, le livre, au départ, devait s'appeler, puisque c'était un unique livre, devait s'appeler Séfarab. Ah, Donc, oui, je dirais vraiment que c'est une famille séfarade et puis bon, qui est forcément connectée avec la mienne et qui a de nombreuses ressemblances. Après, ça pourrait aussi également, si on nommait toute la judéité qui est autour, une famille, pourquoi pas italienne, en tout cas une famille méditerranéenne, purement méditerranéenne. Alors, oui. Ashkenaz, Ouais, c'est-à-dire on a à la fois une forme d'exubérance. C'est comme ça que je verrais plutôt la famille séfarade, à la différence de la famille ashkénaze, dans des clichés, quoi. Mais justement, ce que j'aime dans votre trilogie, dans vos trois livres, qui portent tous le même nom, donc Sœurs, et puis avec un sous-titre différent, puisqu'à chaque fois c'est une fille différente, une des sœurs différentes, ce que j'aime, c'est qu'on sort du cliché. Et que si on vient avec l'idée qu'on va voir ce qu'on connaît déjà, on se plante. On se plante. Est-ce que vous avez essayé de sortir du cliché ou tout simplement en voulant retranscrire ce qui vous semble être une forme de réalité, vous avez montré simplement que cette réalité ne correspond pas au cliché? oui, c'est sans doute ça. Je n'ai pas pensé à faire des clichés ou pas des clichés parce que moi, chaque sœur est un portrait de femme et pour moi, un portrait de femme ne peut absolument pas être monolithique. Il est évolutif. On commence avec un caractère et puis une femme, elle a toujours de multiples facettes. Donc, forcément, très vite, le personnage devient de plus en plus riche. Après, ce qui pourrait être perçu comme un cliché, c'est que peut-être j'ai essayé de traiter différents problèmes qui m'occupaient. Il y a une sœur, par exemple, qui est homosexuelle parce que j'avais envie de Mhm. confronter homosexualité, judéité. Il y a une sœur qui est religieuse, très religieuse, l'autre beaucoup moins. Donc, oui,
au départ, ça pouvait être un cliché, mais ça se transforme avec justement la construction de ces personnages. Je pense que je Oui, les ai construits au fil de mon écriture. oui. Alors, ce que l'on sent, on va revenir sur les personnages, mais ce que j'ai ressenti à la lecture des 3 volumes, je les ai lus l'un après l'autre, c'est qu'au fur et à mesure qu'on avançait, les personnages prennent de l'épaisseur, les personnages ne font pas ce que l'on attend d'eux, ce qui fait que les livres sont intéressants et le récit est intéressant. Et puis, j'ai l'impression aussi que dans votre écriture, vous avez essayé, enfin vous n'avez pas essayé, mais l'écriture, elle est un peu plus profonde, il y a plus de portraits, plus de descriptions, plus peut-être de psychologie. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'au début, on est un peu dans du Duras, on ne dit pas et on fait, mais ensuite, on va expliquer un peu. 3e volume, il est davantage explicatif. Alors oui, ça se justifie peut-être tout simplement avec l'âge, puisque pour la petite histoire, Sœur, je l'ai écrit, j'étais toute jeune maman, je devais avoir 30 ans, et je l'ai mis au fond d'un tiroir, et il est resté là pendant des années. Et une de mes amies qui est animatrice radio l'a exhumé, m'a dit: «J'aimerais bien lire ce que tu fais». Je lui ai fait lire. Elle l'a envoyé en secret à un éditeur sans me Ouais. consulter. Et il m'a dit: «Bah, je le prends». Et je lui ai dit: «Ah non, non, mais là, c'est pas possible, c'est très mal écrit, j'étais très jeune, je veux le reprendre». Donc, je l'ai repris, mais il y a quand même une différence entre le 1 et le 3. Ouais. La différence de la «maturité» entre guillemets, parce que je ne suis pas sûre d'être encore tout à fait mature en termes d'écriture, mais je pense que oui, il y a une évolution certaine de Mhm. l'écriture et peut-être aussi de ma connaissance de la féminité et de la judéité. Oui, on va en parler, mais si je voudrais rester sur l'écriture, effectivement, j'ai l'impression qu'on passe d'une écriture très cinématographique, euh, presque à la manière de Friends ou Sex in the City, c'est-à-dire qu'on a des dialogues qui fusent et des actions et des dialogues, et puis petit à petit, ça va se calmer, ça se pose et ça prend une autre dimension. Je ne dis pas que c'est mieux ou c'est moins bien, ça prend une autre dimension. Donc il y a vraiment une évolution dans l'écriture. Vous pensez que c'est dû à vous-même, quoi, à vous-même face à votre page blanche. D'une part l'âge, d'une part peut-être aussi la période, puisque les deux derniers, le 2 et le 3, ont été écrits en plein confinement. Donc, j'avais peut-être moins de sollicitations de l'extérieur, j'étais plus posée sur mon écriture, et j'ai beaucoup travaillé au niveau de la fluidité. Bon, moi, j'ai une formation très littéraire, et peut-être que pour le premier, j'avais pas encore assez de recul sur cette formation. Et là, j'ai vraiment passé mes textes, je les ai relus à voix haute pour que ça sonne, pour que ce Ouais, soit. Il y a un vrai travail, j'appelle ça passer au crachoir. C'est-à-dire ouais, voir si la comme le phrase est. gueuloir de Flaubert. Ouais. Exactement, c'est exactement ce que j'ai fait, et j'avais toute une méthode, et j'ai repris, j'ai travaillé avec j'avais envie de changer certains mots, certains rythmes de phrases. Donc, j'ai énormément travaillé sur l'écriture et le rythme de mes textes. Oui. Ça, c'est hyper intéressant et c'est vrai que j'ai envie de dire, ça s'entend quand on le lit. Il y a un vrai rythme et c'est pour ça que c'est très agréable à traverser ces trois volumes. Ils sont très agréables parce que, eh bien, vous, je reconnais en vous la lectrice qui n'a pas envie de s'ennuyer, donc l'autrice qui n'a pas envie d'ennuyer le lecteur. C'est exactement ça. Bon, je suis quelqu'un d'hyperactif, donc j'aime les rebondissements. Et je trouve que pendant ce confinement, on était évidemment prostrés, en claustration, c'était assez étouffant. Donc, je l'ai peut-être un peu écrit comme une série. Mhm. Euh, C'est-à-dire que voilà, j'avais besoin qu'il y ait de l'animation, qu'on visualise un petit peu les scènes, qu'on visualise les femmes, qu'on visualise les personnages. Et oui, en effet, j'ai absolument pas envie d'ennuyer le lecteur. Et je dirais même que, sans prétention, j'avais envie d'apprendre au lecteur, puisque mes lecteurs ne sont pas forcément d'origine juive. Et j'avais une vraie volonté, on en parlera peut-être un petit peu plus tard, une vraie volonté didactique, si je puis dire, d'expliquer la religion à des gens qui ne la connaissent pas forcément. Ça, c'est surtout au premier volume. Après, alors peut-être parce que le terrain est préparé, mais après, c'est vrai que c'est beaucoup moins prégnant. Mais alors on peut en parler tout de suite. On a dit que c'est une famille. On reviendra en particulier sur les parents, mais les 4 sœurs aussi. Mais on a dit que c'est une famille juive. Alors,
effectivement, on a ici, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que actuellement, nous n'avons pas de littérature. On a très peu de littérature juive en France. On a une littérature juive aux États-Unis, au Canada, mais en France, non. Et finalement, ce que l'on peut apprendre, même si un roman n'est pas un traité de sociologie, mais ce que l'on peut apprendre aujourd'hui, eh bien, on a assez peu de choses. Et on a beaucoup d'éléments d'une famille juive du tournant du XXe siècle, 20e, 21e, on est dans cette fin de siècle-là, et c'est vrai qu'on a tous les éléments. Alors, vous n'avez pas fait exprès de les mettre tous, mais c'est extrêmement riche à travers ces 4 sœurs. On va les aborder. On a, on va pas dire l'ultra-orthodoxe, mais la traditionnaliste. Alors, Oui, c'est laquelle déjà? C'est Tzipora. c'est la première, c'est la sœur aînée. Oui, elle est traditionnaliste, elle était professeure d'anglais. Elle a fait des études de lettres et d'anglais. Et puis, elle est devenue petit à petit très orthodoxe, contrairement à sa famille qui est plutôt justement traditionnaliste. Et elle s'est mariée avec un rave. Donc, voilà, c'est vraiment, il y a vraiment un cheminement de sa pensée. Alors, après, on s'interroge sur pourquoi elle est devenue ultra-orthodoxe. Est-ce que c'est pour se Bon, protéger de quelque chose? ouais. Voilà, il y a plein de questionnements qui sont Mais intéressants. là aussi, c'est un peu comme aujourd'hui, on connaît le succès de la série Shtisel qui passe sur Netflix, et on voit que derrière une apparence et un préjugé, on a des personnages en chair, en os, en sensualité, avec une libido, avec une sexualité. Et c'est ça aussi qui est dans ce personnage. C'est une vraie femme, quoi. Ce n'est pas simplement une femme religieuse à la tête couverte. Tout à fait. Ouais. Ma volonté, c'était pas de choquer. J'avais un petit peu peur de la perception de certains par rapport à cette femme qui est, comme vous le dites, une vraie femme de chair, de sang et d'os. Mais oui, elle est à la fois et spirituelle, et sensuelle, et charnelle. C'est une femme Et comme son une mari autre. aussi. Et son Et son mari mari aussi. aussi. Donc ça tombe bien. Ça tombe bien. Dans cette judéité, dans le portrait de cette judéité, on a cette thématique qui est là depuis toujours, ce qu'on appelle les mariages mixtes. Là, c'est avec un bel Italien, c'est avec Marcello. Oui, lui-même. Donc, Ouais. c'est la deuxième sœur qui vient après Tsipora. Donc, elle est libraire. Elle est un peu, bon, elle a été libraire en un temps. Après, elle était femme au foyer. Puis, elle rencontre Marcello, son bel Italien. Comme vous dites, elle a un enfant, en tout cas dans le premier tome. Voilà. Donc, oui, le topos des mariages juifs était aussi important pour moi à aborder. Mhm. Euh, Parce que ça ne l'empêche pas forcément d'être juive à sa manière. Et on Ouais. verra que plus tard, justement, Oui, que ça c'est très va. difficile voilà, de parler de ces personnages sans en dire trop parce qu'on a toute une évolution du tome 1 au tome 3. C'est ça. Et alors c'est pour ça, c'est vrai que il faut les suivre dans l'ordre, hein, ces 3 livres. On le redira à la fin de l'entrevue, où on peut se les procurer, ces livres. Alors, J'y pense mon tout de suite, éditeur, là, en incise. voilà, rapidement, mon éditeur a déposé le bilan, donc j'ai dû m'auto-éditer pour le tome 1 et les suivants. Vous avez Donc, bien fait. ouais, je crois que c'est pas mal aussi. Oui, Puis ça m'a permis oui. d'aller à la rencontre de beaucoup de lecteurs. Et donc, il est disponible sur Amazon, France et États-Unis. Donc, c'est pour ça qu'on peut très facilement le trouver en Israël, au Québec, où j'ai été beaucoup lu, notamment. Après, il est dans plusieurs boutiques toulousaines. Si vous êtes toulousain, en tout cas, vous pouvez le trouver Mhm. dans de nombreuses boutiques. Ce sont des boutiques de femmes qui m'ont lu, qui ont aimé et qui en font la promotion gracieusement. Ouais. Donc, Je comprends cet engouement parce que euh, ce sont des personnages qui ensuite qui nous parlent immédiatement et ensuite on y pense. On pense à une scène, on pense à une de ses filles, on pense à cette parce qu'ils sont très riches. C'est ça qui est bien fait. Il y a cette complexité des personnages et vous n'évacuez aucun thème. Est-ce que
moi, il y a une chose que je n'aime pas, c'est la littérature féminine. J'aime pas cette idée. Je pense que la littérature, c'est la littérature et Marguerite Yourcenar écrit comme un autre ou comme, enfin bref, peut-être Duras, c'est vrai, je ne sais pas, peut-être. Bon, et au Carole Martinez aujourd'hui. Bon, mais quand même, c'est quelque chose qui me gêne. Mais là, effectivement, j'ai l'impression que grâce à ces portraits de femmes, on a la complexité des femmes, alors, juives et pas seulement, heureusement, mais la complexité des femmes aujourd'hui, au XXIe siècle, à une époque où finalement la liberté est autorisée et de ce fait amène la complexité. Mhm. C'est-à-dire, Oui, si je pense au niveau de... euh, c'est Naomi, par exemple, qui a une trajectoire hyper intéressante sans aller jusqu'au volume 3. Un peu quelques mots sur Naomi. Là, c'est pas la plus jeune, mais c'est la troisième. Naomi, elle est coiffeuse à Paris dans un salon qui reçoit beaucoup de femmes juives, beaucoup de religieuses. Et elle se découvre homosexuelle un petit peu sur le tard, enfin sur le tard, à 20 et quelques années. Et bon, on sait que c'est compliqué de faire un coming out sur des sujets comme ça, surtout dans notre communauté. Et donc, on assiste à tout se dérouler et à tout ce cheminement qu'elle fait pour arriver à dire à ses sœurs, à ses parents, puisque voilà, une famille, c'est aussi beaucoup d'intervenants qui vont interférer, être d'accord, l'être moins. Ouais. Et c'est là peut-être qu'on peut aborder les portraits magnifiques du père et de la mère. Ils sont ils sont amour. Oui. Alors, il ressemble beaucoup à mes parents. Oh, il y a une Voilà, différence. il ressemble beaucoup à mes parents. Là, c'est vraiment les personnages que j'ai le plus chiadés parce qu'ils étaient là, ils sont là devant moi, donc pas sous toutes les coutures, mais en tout cas, voilà, je pense que la tendresse que j'ai pour ma famille et pour mes parents notamment se ressent dans ces portraits. Ouais. Donc, il y a des personnages auxquels je suis plus attachée qu'à d'autres, forcément. Je pense comme tous les auteurs, c'est pas que des êtres de papier. Moi, je vais chercher dans la rue, je vais regarder la nuque de quelqu'un et quelque chose va venir, tout m'inspire. Donc, Mhm. forcément, ceux qui sont vraiment voilà, sous mon regard, Ouais. je les observe et je les couche sur le papier. D'accord. Et ils vous en veulent, vos proches? Est-ce que certains se sont reconnus ou on vous ont dit ah ça c'est bien, mais ça c'est excessif, ça c'est faux, et ensuite Non, ils ont été quand même très positifs. J'ai pas eu de récrimination. Après, les personnages c'est une c'est de la autofiction, fiction. hein. Hmm. Voilà, c'est vraiment, je me sers de petits éléments de ma réalité qui est sans doute la vôtre aussi. Tout le monde a une maman envahissante, tout le Ouais. monde a un papa trop tendre. Voilà, surtout dans nos communautés, voilà, c'est assez courant. Quand on parlait de clichés tout à l'heure, en effet, ça en est. Mais je pense pas. Il y a évidemment des portraits qui sont très grinçants, mais ceux-là ne se sont pas reconnus ou n'ont pas voulu se reconnaître. Et puis, Mhm. c'est tant mieux. Non, j'ai pas eu de récrimination. Et Ouais. puis, à vrai dire, ma liberté, c'est d'écrire et voilà, ce qui est important pour moi, c'est de dire ce que j'ai à dire. Et puis, s'il y en a qui se sentent offensés, Ouais. j'en suis désolée, mais je continue à écrire et il y a aucun sujet ne me fait honte en fait. Non, 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 mais c'est ça. Après, oui, ça ne tombe jamais dans la vulgarité de toute façon. Non, Donc, là, on a des portraits actuels et on a une histoire qui semble tellement contemporaine. Et notamment, je pense là, par exemple, pas pour toute cette famille, mais pour certaines sœurs, je pense à Naomi en particulier, elle se veut libre, mais elle est très attachée finalement aux apparences et aux marques. ah non, Ilana alors. Alors c'est Ilana, c'est la Ilana. deuxième. Ah ouais, Oui, Ilana. ouais, ouais, C'est la sœur qu'on pourrait qualifier de plus superficielle, puisqu'elle est attachée de presse à Paris, elle côtoie le grand monde, les marques, le luxe. Donc, bon, ça, c'est des personnages qu'on a forcément autour de nous. ouais. Mais vous avez raison, elle n'est pas du tout aussi superficielle qu'elle en a l'air. Et je pense que petit à petit, on va l'effeuiller, elle qui s'effeuille si facilement, on va Mm. l'effeuiller et on va trouver quelque chose derrière qui est
peut-être finalement que Tsipora est moins religieuse ou moins spirituelle que ne le deviendra Ilana. Il y a Mhm. vraiment une évolution. Je pense qu'il ne faut pas se cantonner à ce qu'on a au début comme personnage. Ils vont vraiment évoluer comme on évolue finalement avec les vicissitudes de la vie. Hein. Oui, et puis là, c'est que l'on retrouve aussi dans des familles juives séfarades ou ashkénazes, mais dans les familles juives actuelles, et ailleurs aussi, parce que finalement, on a tendance à donner des traits caractéristiques, mais on va les retrouver, vous l'avez dit, notamment dans le monde méditerranéen. Et la France étant un pays de croisements multiples, on retrouve un peu partout. On retrouve aussi cet éparpillement géographique. Et ça, Oui, c'est très, très, très contemporain aussi. Avant, on partait à la suite d'un traumatisme, d'un pogrom ou que sais-je, y compris en Afrique du Nord. On a eu droit aussi à des séances d'émeutes et à des juifs maltraités. Là, non. Là, on est dans le départ et on reconnaît nos familles. C'est un livre qui ensuite prend, et en particulier, ça part vers deux directions qui sont un peu les deux territoires juifs, quoi. oui. Après, je voyage beaucoup, j'aime beaucoup voyager. Alors, surtout dans le premier, il y avait beaucoup de voyages. Après, j'ai dû chercher dans mes souvenirs, puisqu'on était confinés et que finalement, j'ai voyagé à travers cette écriture. Mais il y a de nombreux lieux qui sont évoqués. Il y a, bon, il y a Toulouse, évidemment, il y a Paris, puisque les sœurs Mhm. sont parisiennes. Il y a Tel Aviv, il y Voilà, a Saint-Ouen. on retrouve effectivement j'ai envie de dire, les trois pôles de la vie juive dans le monde aujourd'hui, c'est-à-dire Tel Aviv, Tel Aviv et Israël autour, New York et les États-Unis, et Paris et la France autour, dont Toulouse. Et effectivement, on retrouve là aussi les Juifs dans le monde sont un peu partout, mais en particulier dans ces trois pays-là. Oui, oui, bon après, là, c'était des pays que je connaissais. Il y en a d'autres pour lesquels ça a été plus compliqué. J'ai dû me documenter à un moment donné du troisième tome sur l'Afrique, Oui. que je connais un petit peu, mais que je connais mal. Donc, il y avait vraiment un travail de gonzo journalisme, c'est-à-dire que j'ai dû enquêter sur des choses que je ne connaissais pas, donc parler à des gens à travers mon écran pour avoir des informations sur telle ou telle ville, sur Médecins sans frontières, voilà, j'ai fait énormément de recherches. Rien n'est laissé au hasard de ce côté-là. Non, non, mais ça se ressent, ça se voit aussi. Alors, justement, on parlait de l'Afrique. Cette trilogie, c'est une formidable leçon de tolérance à tout point de vue. Oui, Et, ouais. enfin, il me semble, en tout cas, c'est le message que j'avais envie de délivrer. C'est pour ça qu'au début, ça s'appelait Séfarab. C'était un petit jeu de mots pour dire qu'une alliance était possible justement entre un musulman et une juive ou inversement. Je ne vais pas dévoiler l'histoire, mais évidemment, c'est le fil conducteur d'une des histoires d'amour des sœurs. Et, et est-ce que c'est un message de tolérance ou est-ce que c'est un message de prévention? Je ne sais pas, puisque finalement, ils écument beaucoup de difficultés. Mais, euh, mais oui, il y a une réflexion sur ce sujet-là. Mhm. Oui, c'est-à-dire, quand je dis tolérance, c'est-à-dire que vous, en tant que, enfin vous, ou plutôt la narratrice, on sent un regard bienveillant de la part de la narratrice. Il n'y a Ah oui, non, non, pas. en tout cas, en tant qu'auteur, en tant que femme, je suis complètement ouverte sur le monde. Hmm. Voilà, j'ai pas, oui, je suis très tolérante, je me sens tout à fait juive, ce qui n'empêche pas mon identité. J'ai envie justement, et les notes que j'ai fait en bas de page et qui expliquent le judaïsme, sont une volonté pour moi de lutter contre l'antisémitisme. C'est peut-être un peu, ça vous semble exagéré, mais je Non? voyais autour de moi des gens qui ne connaissent pas la religion, et quand on Mhm. ne connaît pas quelque chose, ça devient tout de suite dangereux, ça devient comme une secte. Alors je pensais à ce concept un peu littéraire, le complexe d'Asmodée, c'est-à-dire de faire tomber les vitres d'une maison, les portes d'une maison, et de montrer voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Et Ouais. j'avais pas envie de montrer une réalité à la un orthodoxe comme la série qui a été diffusée pendant le confinement sur Netflix. Mhm. J'ai envie de montrer la vraie réalité d'une famille juive qui n'est pas si différente des C'est autres ça, familles. c'est ça. Voilà. Et je pense que voilà, en montrant du doigt ces choses-là aux gens qui n'ont pas forcément accès s'ils n'ont pas d'amis juifs,
je montrais qu'on était finalement comme tout le monde. Donc, il y Oui, avait une volonté. effectivement, et pour nous, enfin, c'est un élément essentiel, c'est-à-dire lutter contre l'antisémitisme, tout simplement en faisant tomber les préjugés, faisant tomber les fantasmes et en montrant que le juif est un être comme un autre et il a quelques points de différence, en particulier une pratique religieuse, parce que il y a encore une pratique, on le voit à travers les quatre sœurs, une pratique qui est très flexible là aussi. Oui, qui n'est pas lisse, en tout cas, c'est sûr. Ouais. Et, Et est-ce et même que... la pratique, pardon. Non, non, allez-y, allez-y. Même la pratique, justement, j'avais envie d'expliquer certains rites que les gens ne comprennent pas et qui peuvent paraître complètement loufoques, expliquer voilà, pourquoi les papillotes, pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça, parce que les gens ont envie de savoir et n'osent pas poser la question. Oui, mais en même temps, c'est vrai que c'est valable pour le premier volume, et je trouve que là, j'exprime mon jugement de lecteur. Heureusement, ça s'est allégé, c'est-à-dire c'est pas non plus Oui, un livre de pratiques religieuses appliquées. On n'est pas, ou par l'exemple. On a davantage en fait, moi, dans l'arrière-plan que j'avais, j'aurais voulu le montrer, mais ça n'a pas marché au niveau du partage d'écran, pas grave, mais nos lecteurs puis nos auditeurs, ils feront attention. Je pensais à Anna et ses sœurs de Woody Allen, par exemple, où on a un ensemble, bon, on ne sait pas si c'est juif ou pas juif, mais on a quand même le personnage de Woody Allen qui, lui, est juif de toute façon, et qui est avec les trois sœurs qui sont là. Et donc, et là aussi, c'est un peu comme, c'est un peu la même formule, c'est-à-dire on présente une famille et puis voilà. Alors, on ne va pas pour autant mettre tout de suite un cliché, un catalogue dessus. Et c'est ça que je trouve très bien dans Sœur. Mais avec cette modernité qui fait appel plutôt à l'univers de Comme tu es belle, par exemple. Est-ce que c'est, ou enfin les films avec Géraldine Nakache et tout cet univers, est-ce que vous, c'est un univers que vous aviez présent en tête, Géraldine Nakache et les films qu'elle a pu faire, ou dans lesquels elle a pu jouer? J'imagine que oui, parce que c'est complètement ma génération et que ces films m'ont nourri et que je m'y suis retrouvée. Après, oui, il y a des scènes, peut-être, je ne vais pas dire que j'ai copié, mais oui, c'est mon univers, en tout cas, c'est celui où j'ai évolué, c'est la judéité parisienne où j'ai évolué. Ouais. Euh, voilà, j'ai vécu longtemps à Paris et ces salons de coiffure, je les ai vus de mes yeux. Voilà, et on a un peu cet univers dans Comme tu es belle. D'ailleurs, je crois que c'est dans un institut ou un salon de coiffure, si je me Mm. rappelle bien. Oui, oui, tout à fait. C'est tout. Il fait tout, je crois. Il fait toute l'esthétique, aussi bien de la Oui, tête aux pieds, me semble. il me semble que c'est ça. Et puis après, je ne sais plus si c'est des sœurs ou si c'est des amis. Bon, pour ça, je n'avais pas besoin d'aller chercher Lisa Azuelos ou Géraldine Nakache. J'avais ce qu'il fallait autour de moi. J'ai une Ouais. de sœurs et de cousines. Donc, Ouais. c'est vrai que des portraits de femmes, j'en avais beaucoup, beaucoup en tête et j'ai pioché un peu dans ce que j'avais. Bonjour. Et dans ce bonjour Sharon. Et dans cet univers, est-ce que vous avez essayé de jouer sur, c'est une question un peu plus sociologique, mais est-ce que vous avez essayé de jouer sur la dialectique juive française, entre juive et française, ou finalement, qu'importe, c'est là quoi, comme si on essaie de distinguer le sang et la chair. Je ne sais pas si j'ai réfléchi à cette question, puisque moi, je suis aussi juive que française. Donc, je pense que mes êtres de papier le sont aussi, puisque voilà, je me suis inspirée de qui j'étais et qui j'avais autour de moi. Ouais. Et cependant, il y a quand même un départ, les uns vers Tel Aviv. Enfin, même si ça ne dévoile pas le cœur de cette trilogie qui est différente, mais les uns vers Tel Aviv, les autres vers New York. Euh, on a quand même ce nomadisme. Ce nomadisme qui est le nôtre, puisque voilà, là, il y a un éclatement de la cellule familiale qui fait que le départ est forcé, mais je pense qu'on a tous en nous cette menace ou cette envie, ça dépend pour certains, de rejoindre un pays.
où on se sente peut-être plus accueilli. Moi, je ne vais pas renier la France puisque je suis née ici et que je me sens 100% française et 100% toulousaine. Mais il y a beaucoup de personnes qui font leur alia ou vont aux États-Unis ou vont au Québec. Donc, c'était le reflet Oui, voilà, de ces départs. ouais. Une constatation, en tout cas. Absolument pas un jugement, puisque voilà, ce que j'ai essayé de faire le plus possible, c'est de ne pas juger mes sœurs. Mhm. C'est ça. Et c'est cela que je trouve très, très, très bien fait, entre autres choses. C'est que on nous présente un portrait, des portraits complexes qui évoluent. Et puis, on peut se rebeller, mais enfin, en même temps, je les trouve tellement attachantes, ces sœurs, et cette mère aussi. Mais est-ce que Gide disait, c'est quoi déjà? On ne fait pas de la littérature avec des bons sentiments. J'ai l'impression que vous faites de la littérature avec des bons sentiments. Vous trouvez qu'il n'y a que des bons sentiments? Ça dépend de quel point de vue du personnage on se passe et de quelle Ben, focalisation. même s'il y a friction, il reste un très grand amour en tout cas entre les 6 membres de la famille, y compris les pièces qui viennent se rajouter, le cadeau, Matane, et les autres qui arrivent. J'ai l'impression que quand même, il y a un ciment fait d'amour dans cette famille. Donc Vous êtes- oui, bon sentiment. J'ai l'impression que dans toutes les familles juives, ça se passe comme ça. Dans la mienne, en tout cas, c'est le cas. Et je me rappelle le parrain de mon livre, c'est Jean-Michel Latte, qui a adjoint au maire et qui a fait beaucoup de lectures à ce sujet et qui a été très touché parce qu'il m'a dit, à la fin du tome 1, quand il se passe ce qui se passe, que je ne dévoilerai pas aux personnes qui ne l'ont pas lu, la cellule ne peut pas se ressouder. Tu ne peux plus rien faire, tu es coincé. Et quand il a lu le tome 2, il me dit, moi, il arrive quelque chose comme ça dans ma famille, c'est terminé. Ah ouais. Et quand il a lu le tome 2, il me fait, ah, donc c'est comme ça chez vous. Je lui dis, ben oui, je pense que c'est comme ça chez nous. Je pense que l'amour est la cellule familiale est plus forte que tout. Alors, on va continuer à médire, dire des choses sur l'un, sur l'autre. Il ne devrait pas être comme ci, il ne devrait pas être comme ça. Mais l'amour fait qu'on Mhm. reste unis. C'est peut-être pas le cas pour toutes les familles. C'est le cas pour la mienne et pour, je pense, Oui, en beaucoup tout de cas juifs. pour ces beaux personnages. Euh, Finalement, si, alors vous allez continuer, non? Alors là, je vous avoue que je fais une pause avec Sœur. Je suis en train d'écrire quelque chose de complètement différent. Je ne dirais pas que c'est de la littérature. Vous m'avez parlé de littérature féminine ou de littérature un peu bonne humeur, ce que je ne crois pas parce que je pense que Sœur a pris une ampleur et Non, c'est pas léger de bonne humeur. C'est pas ça. C'est plutôt une littérature enfin, que je trouve tellement contemporaine, et c'est ça aussi qui m'intéresse beaucoup. Aussi bien dans le style que dans le fond. C'est une littérature d'aujourd'hui, ouais, du ben, 21e siècle. c'est très gentil. Mais écoutez, non, là pour l'instant, je fais une petite pause, j'avoue. Je suis en train de m'intéresser, de contacter beaucoup de gens en cinéma et Mhm. en série, parce que je pense que ce serait vraiment très, très cinégénique et je vois très bien une série. Donc, j'ai commencé à écrire un petit scénario, à contacter des personnes qui reçoivent l'idée tout à fait positivement. Donc, ça va être très long, c'est un travail. Et pendant ce temps, j'écris complètement autre chose. Bon. Et est-ce que, en préparant cette entrevue, j'ai réfléchi à un arrière-plan, donc je vous ai parlé d'Anna et ses sœurs, de Sex in the City ou des films avec Géraldine Nakache. Mais en revanche, j'ai cherché au niveau musical. Euh, est-ce qu'il y est, est-ce que quel serait l'environnement, pas l'environnement, mais quel serait le paysage musical? Par exemple, si vous faites, et je l'espère beaucoup, la série, quelle musique verriez-vous? Alors, je pense que chaque sœur a sa propre musique. Après, moi, je suis nourrie de variétés françaises. D'ailleurs, je pense dans chacun de mes tomes, il y a une chanson qui est carrément citée. Donc, je pense que j'ai cité, Il y a il suffit. Dalida. Il y a Dalida, il y a Moustaki, il y a, je ne sais plus qui est le dernier que j'ai choisi. Donc, c'est vrai que je me nourris beaucoup de poésie et de variétés françaises. Hmm. Bon, ça, c'est un héritage de mes parents et j'avoue que j'écoute que ça. Je suis une grande adepte de
de variété française. Donc, oui, je verrais bien quelque chose comme ça. Mais chaque sœur a quand même sa musique. Noémie, elle est à Tel Aviv, donc c'est la musique de Tel Aviv. Ouais. Voilà, c'est une techno différente. La elle va être plus douce et plus orientale en même temps. Chaque sœur a vraiment sa musique. Non, c'est chouette. C'est vrai, c'est ça. Et c'est vrai que chaque personnage euh, est construit. Enfin, c'est stupide ce que je dis, c'est évident. Mais chaque personnage a son identité et parfois il y a des frictions. Est-ce que, alors justement, là vous faites une pause. euh, il y a une chose quand même dans, c'est pas une critique du tout, mais vous annoncez vous avez fait un peu comme au théâtre, vous avez annoncé les personnages et vous annoncez pour Faïd Fatah, quelque chose qui ne s'est pas réalisé dans les livres. Je ne vais pas le dire, moi je peux le dire, futur époux de. Mais j'ai pas donné le prénom. Mais Oh, futur spoil! époux de, et je ne donne pas le prénom. Or, il ne me semble pas qu'ils se soient mariés dans le tome 3 où je ne l'ai pas lu. Où enfin, si, il y a un truc qui est. Si, c'est marié. J'ai raté Ah, un épisode. peut-être que vous n'avez pas lu le tome 5. Bah, c'est ça, voilà. Ouais. Ah, peut-être que je ne l'ai pas encore écrit. Après, cette idée de faire un sommaire avec les personnages, ça venait de mes premières lectrices qui avaient beaucoup de mal à se repérer parmi les Parmi toutes ces prénoms. femmes qui ont des noms en A, qui ont des prénoms en A comme toutes nos filles. Qui ont des prénoms pas forcément courants pour les gens qui ne sont pas de Oui. confession juive. Et donc, Zipporah, elles se perdent. Ilana, Lena, Voilà, exactement. Naomi, Laël. Non, non, c'est très bien. Enfin, moi, je sais même. Alors, c'est un peu comme dans les romans russes où ils se portent tous des noms, on ne sait plus où qui c'est, qui est qui. Là, il est vrai que ça m'a beaucoup servi aussi. C'est une excellente idée d'avoir fait cela. Oui, Mais, je pense qu'on va bien se repérer. ouais. Cependant, puisque je suis sur cette liste des personnages, l'index des personnages, la famille Abergel, ok, puis personnages secondaires. En réalité, il n'y a quasiment pas de personnages secondaires. Tous sont importants. Ouais, je pense que tous ont fini par trouver leur place. Ouais. Et, et ceux que je croyais secondaires sont devenus les personnages principaux, notamment les parents qui vraiment, au tome 3, se sont révélés à moi et que j'avais envie de parler de leur histoire d'amour. J'avais envie voilà, de faire un retour sur ceux qui ont créé finalement cette SMA-là. Donc, Oui, et puis ceux qui ont transmis cet amour et qui ont fait en sorte que cet amour reste entre les sœurs, malgré les différences et malgré les accros et malgré un élément absolument extraordinaire qui leur arrive. Je dirais qu'on ne dira pas. Mais bon, ça c'est toujours le jeu qui est compliqué de parler sans dire. c'est ça, on ne dira pas. Là, tout à l'heure, vous me parlez de faillite et justement, j'ai mis ex-futur époux. Donc, c'était vraiment un jeu de ma part, puisque on imagine des choses à la fin du tome 2 qui n'arrivent pas forcément dans le tome Ouais. 3. Mm. Donc, ce sommaire sera revisité à chaque tome au gré Ouais. de mes inspirations et du tour que les sœurs auront choisi de donner à leur existence. Mm. J'ai adoré la scène, j'essaie de la retrouver, la scène où, voilà, c'est dès le premier volume, dès le premier tome, je ne sais plus quelle sœur vient avec son petit ami, Benjamin peut-être, qui est son potentiel fiancé. Et là, Ouais. j'ai adoré quand elle dit ne lui demandez, attendez, je vais le retrouver. Je vais le retrouver parce que c'est tellement juste. On a tous vécu ça. Est-ce que je suis dans le tome 2? Voilà. Tome 1, page 42. Vous voyez, je vais Ah, monter. ouais. Voilà. Je le lis. Euh, Papa, maman, tout le monde, voici Benjamin. Il est interdit de lui poser des questions gênantes, de tenter de nous trouver une quelconque hérédité commune et de lui demander à quel moment de la soirée il va se décider à me demander en mariage. Et j'ai vécu les trois choses. Ça me rappelle exactement ce que j'ai vécu la première fois que je suis allé dans la maison familiale. Et l'hérédité commune, ça aussi, ça c'est très juif.
On cherche à savoir si on vient du même pays, de la même ville, voire du même village, et même si on a des membres de la famille communs, sans que c'est quelque chose, ça sent le vécu là aussi pour vous? Ah oui, là, ça sent complètement le vécu. Puis j'ai des anecdotes, pas forcément de ma part, mais de gens autour de moi. Si on présente, si on est marocaine ou algérienne et qu'on présente un Tunisien, on entend Ouais. on va répondre, mais tu aurais mieux fait d'épouser un arabe, hein. Donc, Carrément, carrément. Ah oui, oui, c'est comme dans Shtisel où la mère de famille refuse que son fils épouse une séfarade. C'est horrible, il ne faut surtout pas une c'est séfarade pour cette terrible. famille ashkénaze à Jérusalem depuis des générations et des générations. Et il y a beaucoup d'humour, beaucoup de... Alors, moi j'ai beaucoup, enfin, il faut aller jusqu'au tome 3. Pour ma part, c'est mon préféré. Et j'ai trouvé des pages très tendres. Une page qui m'a beaucoup plu, que je mettrais bien dans une anthologie, sur la, la faiblesse apparente de ceux qui dorment. J'ai adoré ce passage. C'est si déstabilisant de regarder des inconnus dormir. C'est dans l'avion, je pense. Ouais. Oui, Attrapés ça par arrive. le sommeil, nous semblons quitter nos frusques et nos identités pour devenir faillibles, fragiles, faibles parfois aussi, mais c'est à ce moment-là sans importance. Nous dormons. Et c'est très joli. Et ce volume 3, et c'est là que j'ai envie de lire la suite, j'ai vraiment vu, j'ai vraiment lu une progression dans le style, dans la qualité, ouais, je dirais, j'ose le dire, dans la qualité, ce volume 3. Donc j'ai hâte de lire la suite. D'accord, faites un film, pourquoi pas, mais revenez à l'écriture. Bien sûr, mais je suis toujours en train d'écrire, hein. Là, je parle de la série parce que c'est une expérience qui me tente et qui, je pense, sera très enrichissante pour moi. Mais je suis en train d'écrire quelque chose de complètement différent, qui, je pense, va être aussi assez grinçant, mais qui n'a rien à voir avec les sœurs. C'est Ah l'histoire, d'accord. Ah, voilà, ça va s'appeler. l'idée de la série, c'est pas une adaptation de Sœur, c'est autre chose. Ah non, non, la série, c'est une adaptation de Sœurs. Mais Ah, comme j'écris tous les jours, c'est quelque chose que je fais, c'est ma gymnastique. J'écris pas ouais. forcément du bon tous les jours, mais en tout cas, j'écris tous les jours où je reprends un texte que j'ai écrit. Là, je suis sur un nouveau roman qui s'appelle Les Incunables pour l'instant. Et qui raconte l'histoire d'une jeune Parisienne, Lucie, qui est gérontophobe, grossophobe, enfermée dans son appartement parisien et qui rencontre une vieille dame qui a un itinéraire bien particulier, une vieille dame juive qui a renié son identité. Et voilà, il va naître une amitié assez étrange qui va faire évoluer encore une fois cette femme vers quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Hmm, ouais. Et, je regarde là quelque chose que nous vivons tous. Mais vous dites les mères juives, moi je dirais les pères aussi, mais pas seulement les mères. Encore un très beau passage, cette fois du volume 2, les enfants partent. Et c'est le moment où les enfants partent. Les mères juives sont ainsi faites. Sans leurs enfants, elles sont la moitié d'elles-mêmes. Il faut des drames et des déchirements pour que le cordon qui les relie à leur progéniture finisse par céder ou juste lâcher du lest. Et on voit Alona qui a, bon, qui a changé une fois que ses enfants sont partis. Mais là aussi, c'est écrit avec beaucoup de tendresse. Oui, ce syndrome du nid vide, moi en tant que maman, je suis maman de 2 enfants, forcément je le projette. J'ai pas encore l'âge, qu'ils quittent la maison, mais je pense que mes parents l'ont vécu, le vivent encore, on est parfois partis un peu trop loin, revenus, repartis. Donc je pense que pour une mère comme vous le disiez, pour un père, voilà, c'est un déchirement, peut-être autant que dans les autres familles. Bon, mais disons que les mamans juives, voilà, c'est Oui, quelque et puis chose, c'est un lien. avec ce nomadisme qui nous caractérise et qui caractérise nos enfants, c'est quelque chose aussi, je ne sais pas si c'est juif, mais en tout cas, statistiquement, c'est très présent. Le fait que les enfants, non seulement quittent enfin, c'est depuis la Bible, quoi, depuis l'ère Lecha, on part.
et on part et on ne cesse de partir et parfois de revenir. Mais c'est très beau. Sans leurs enfants, elles sont la moitié d'elles-mêmes. Une féministe, vous hurlerez dessus, mais qu'importe. Non, elle hurlerait pas dessus, pas vrai. Ça, c'est Je mon. ne suis pas sûre. Alors, je sais pas. Moi, je suis mamuniste. Voilà, je suis mamuniste. Je pense que le rôle de mère n'efface absolument pas le rôle de femme. Et je me retrouve pas dans ce féminisme. Qu'est-ce que ça veut dire féminisme? C'est Ouais, réclamer une égalité entre l'homme et la femme en tout. Ça veut dire uniquement ça. Donc oui, je me revendique féministe, je milite dans des associations, mais je suis avant tout mamuniste. Je pense que quand on a des enfants, quand on est mère, quelque chose se passe qui fait que voilà, il y a peut-être plus rien d'autre pendant un petit moment en tout cas. ouais, ouais. Ouais. Euh, Est-ce que dans l'ensemble de ces livres, maintenant qu'ils sont édités, qu'ils sont faits, qu'ils sont lus, d'ailleurs, j'encourage tout le monde à se les procurer dans les boutiques en ville, à Toulouse ou sur Amazon, même si, tant pis, c'est Amazon. Mais bon, est-ce qu'il y a quelque chose que vous referiez? Est-ce que quelque chose, vous vous dites, mince, ça, peut-être, si je réédite, je ferai différemment. Ben, j'étais très hésitante sur cette expérience de l'auto-édition. Et en fait, déjà, on critique Amazon, mais il y a quand même 70% des droits d'auteur qui sont reversés à l'auteur. C'est énorme. Euh, C'est énorme quand vous savez que dans une librairie, on touche entre 7 et 9%. Seul François Sagan a gagné 20%. C'est l'unique. Je parle hommes et femmes réunis. Donc, après, évidemment qu'il faut avoir, on en parlait tout à l'heure, de l'entre-gens et du réseau. Voilà, j'ai profité aussi de mon statut de journaliste pour faire lire mes textes à des gens que je connaissais qui pouvaient faire un retour intéressant si ça leur plaisait. Et je ne regrette pas du tout cette expérience de l'auto-édition et j'aurais même, je vais vous dire, du mal à publier autrement maintenant que je me sens libre de le faire. Ouais. Euh, alors, bon, si Gallimard Page Blanche vient me chercher, je ne dis pas que je refuserai, mais je suis très heureuse de cette grande liberté que j'ai Mhm. prise avec ce livre. C'est un objet, alors il y a forcément des écueils dans cet objet puisque j'ai été obligée de le fabriquer de bout en bout, c'est-à-dire du graphisme à la typographie, aux fautes d'orthographe, et il y a forcément des choses, même si c'est lu et Non, relu. non. Justement, au niveau des images, qui les a faites? Alors là, c'est un graphiste qui travaille avec moi sur d'autres projets qui s'appelle Clément et qui a fait. En fait, ces images, c'est des images c'est des peintures que j'ai d'ailleurs à la maison d'un peintre qui s'appelle Phil Camalo, qui est un peintre toulousain. Mhm. Et quand j'ai vu ces images, elles se sont imposées à moi. Donc, elles m'accompagnent un peu partout puisque j'ai les œuvres originales à la maison. Et ensuite, après, ça a été retraité de façon graphique. Le tableau a été blanchi pour que Ouais. ça s'adapte à ses couvertures. Mais voilà, j'ai pas hésité une seconde avec cette nudité. Alors, certains me disaient, oh, c'est gênant dans le métro, cette femme nue, tout le monde se demande ce que je lis. Oh. Euh, Oui, mais dans et- le métro, je vois, en particulier dans le métro parisien, ils ont tous l'habitude de couvrir leur couverture, quel que soit le livre. c'est Donc, vrai. bon, ben, qu'ils couvrent leur couverture, tant pis. Qui couvrent leur couverture, qui lisent sur tablette, peu importe. Mais moi, je ne peux pas me cacher de. J'adore, je suis passionnée d'art et vraiment, ces couvertures, Ouais. je trouvais quelque chose qui ressemblait vraiment à mes sœurs et j'ai essayé à chaque fois d'identifier une sœur qui pourrait ressembler à celle de Phil Camalo, justement. Bon, en tout cas, merci. On va arrêter là pour laisser le format radio avec tout ce que cela nécessite. Merci, ça ce fut un moment, un moment très agréable. Oui, Et puis c'est vrai, j'avoue, moi je suis un vieux machin. Et en tant que vieux machin, c'est Proust, c'est Flaubert, c'est bon, Albert Cohen, c'est ma marotte. Mais j'ai beaucoup pris de plaisir à lire ces Sœurs de Karine Sailhac-Satragno. J'ai beaucoup pris de plaisir à aller dans ces 3 volumes et en plus un plaisir grandissant. Donc merci. Et j'espère que d'autres qui vont voir l'entrevue sur YouTube et Braïka-Toulouse YouTube, ou qui l'entendront sur Radio Cola Vive, eh bien, se procureront les livres parce que c'est vraiment un bon moment agréable et hyper intéressant. Merci beaucoup. Et à une question, on a un peu de temps, je laisse le Juste un micro. truc. Oui. Bonjour.
Je Bonjour. suis désolée, je suis arrivée en retard parce que j'avais un autre rendez-vous sur un Avec autre New jour. York, donc. Mais je voulais juste vous dire, je n'ai pas encore lu les livres. Je vais absolument le faire. Je me reconnais en tout ce que vous avez dit, mais tout. Et elle est Et ashkénaze. Donc, Ah, voilà. moi, je viens de Tel Aviv, en tout cas. Je suis israélienne de Tel Aviv. Il y a 2 ans, j'étais très marquée par une série israélienne qui s'appelait Moi et mes sœurs. Et une série, il y avait 2 saisons, une série très actuelle, 3 sœurs. Et je pense que quand on vient d'une fratrie et quand on a une sœur, euh, enfin, rien que les titres évoquent tout de suite, on ne peut pas être indifférente. Il y a tout de suite, ça parle, obligatoirement. Après, est-ce qu'on se reconnaît ou pas? Mais même quand on ne se reconnaît pas, on se reconnaît par opposition, en quelque sorte. Et, et, euh, et ce que j'ai entendu et qui me parle beaucoup parce que j'ai vu les couvertures déjà des livres. Et, et, euh, et ce qui m'a frappé quand j'ai vu cette image, c'était pas du tout, je pensais même pas à la nudité. J'ai vu les mots sœur et j'ai vu quelque chose sans masque. Je me suis dit, il y a une littéralement mise à nu d'une femme qui est sœur. Et moi, ça me résonne beaucoup, ça me parle beaucoup. Et voilà, donc j'ai pas de questions, mais je voulais vous le dire parce que j'ai pas eu le temps d'écouter. Donc non, j'irai sur bon, YouTube pour voilà. écouter l'entretien depuis le début et je vais lire, je pense, avec beaucoup de plaisir cette trilogie. Merci, je serais ravie d'avoir un retour. Mais alors, n'écoutez pas trop l'émission parce que Maurice a un peu spoilé à des moments. Il fait Alors, je attention. n'écouterai pas, je lirai d'abord. Oui, 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 oui. Ouais, je Mais pense bon, que c'est. désolé d'avoir spoilé un peu, mais pas trop. J'ai essayé quand même d'être très Non. prudent. Très Mais disons prudent. que quand on l'a pas lu, on ne peut pas comprendre. Donc, ça va. Ouais, c'est ça. Il faut lire et réécouter. Parfait. Merci beaucoup, Karine. Et tenez-vous nous au courant de vos prochaines aventures, de vos prochaines péripéties dans ce monde de l'art, de la littérature, du cinéma. Et En on tout attend la cas, série. et pour la série, ouais, on va voir, on va voir. Avis au producteur. Ouais. Bon, on va voir. Mais il faut avoir de grands projets, c'est ça qui est toujours, toujours, toujours. Merci encore et à très bientôt. Et je conseille à tous et à toutes, bien sûr, sœur de Karine Sayag Sotranio. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.